Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour partager un sujet de pratique professionnelle avec Dan Le Buisson et Pascal Roseau qui concerne un sujet d'actualité, la cataracte sous anesthésie topique et surtout sans anesthésiste. Donc les arguments pour le docteur Le Buisson, les arguments contre seront développés par Pascal Roseau et vous n'êtes pas sans savoir que la HAS vient de ressortir de nouvelles recommandations qui sembleraient imposer la consultation d'anesthésie, la présence d'un anesthésiste. Donc le débat risque d'être animé. Docteur Le Buisson, à vous. Eh bien, à l'attaque. Ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet. J'ai été très étonné de voir le débat renaître alors que nous avions eu un rapport il y a maintenant une dizaine d'années qui avait pratiquement traité tous les versants du problème. Ce n'était pas très brillant, mais tout était dit. Ce qui avait été à l'époque conclu, n'oublions pas que ce sont des recommandations, c'était qu'il y avait l'interdiction, non pas l'interdiction, mais la préconisation de l'absence de centre autonome, des blocs au standard ISO 7 en classe 1, et enfin la présence d'un anesthésiste sur site avec une consultation pré-anesthésique. Toutefois, l'état actuel des lieux fait une confusion entre la topique et la locale, car la barrière, c'est le décret de 1994 qui oblige l'anesthésie en régional et en général, mais pas pour le reste. D'autre part, il y a un hiatus. Les préconisations et les recommandations ne sont pas la réglementation. Pour le moment, nous sommes toujours sur une ancienne réglementation sans aucune obligation d'anesthésiste pour les topiques et les locales. La sécurité sociale a parfaitement compris le problème. Elle a demandé, devant l'augmentation faramineuse du nombre d'opérations et la simplification de ces dernières, elle a demandé un petit peu qu'on fasse un état des lieux pour voir si les progrès avaient été les mêmes en matière d'anesthésie, puisque les coûts ne sont pas anodins en ce domaine-là. Il n'y a pas besoin de rediscuter médicalement l'anesthésie locale, que ce soit une sous-conjonctivale, une sous-ténonienne, une topique ou une intracamérulaire, elle a fait ses preuves. On a des millions de patients opérés ainsi, d'autant qu'elle ne concerne simultanément que des patients qui l'acceptent, qui ont été filtrés par des chirurgiens qui désirent le faire. C'est donc un consensus en amont. Ce n'est pas des obligations, ce n'est pas des chaînes, ce n'est pas des fils. J'ai été très étonné, parce que j'y ai participé à cette réunion HAS, de la faiblesse de la documentation bibliographique avec l'oubli de publications très importantes, tout particulièrement une récente qui est patronnée par le secrétaire de notre société actuelle. On verra plus tard. Alors, quel est le débat ? Eh bien, le débat, il est très simple. C'est de savoir si on a besoin d'un anesthésiste en local, c'est-à-dire sécurité présente, oui ou non, s'il n'est pas là, et quel avantage a-t-il ? Un médicament topique, c'est un médicament qui n'agit que localement, c'est-à-dire là où il est appliqué, là où il est en contact, et il n'a pas d'effet indirect, et il n'a pas d'effet de diffusion. C'est donc délimité géographiquement, chronologiquement et quantitativement. Et surprise, il y a 2 mois, l'HAS émet un nouveau rapport aux conclusions hors sol, clivantes et inapplicables. Je vous épargne, c'est très long, mais on va faire un résumé. Pourquoi en est-on arrivé là ? D'une part, les représentants des ophtalmologistes ont affirmé directement ou indirectement que la présence de l'anesthésiste au bloc, même sous topique pur, était une sécurité indirecte et une amélioration. Mais ils le demandaient sous une forme d'un recours atténué ou de nécessité, qu'on verra plus loin. Les anesthésistes, évidemment, ne demandaient rien, soutenant la thèse de « si je suis présent, je suis payé, si je ne suis pas présent, je ne fais rien ». Et à ce moment-là, l'HAS s'est abattue sur les préconisations du CNPO. Et là, c'est quelque chose de grave qui s'est passé, parce que le CNPO a affirmé ceci dans son rapport. La topique pure n'existe pratiquement pas en France. C'est écrit. C'est absolument faux, c'est une fake news. Ne serait-ce qu'à la clinique Beau-Soleil à Montpellier, il y a 1500 cataractes opérées ainsi. À l'hôpital Foch, il y en a autant. Il y a beaucoup d'autres endroits. Autant, on peut dire que ce n'est pas l'opération majoritaire, ça j'en conviens fort bien, mais dire ainsi était une condamnation de toutes les locales et de toutes les topiques. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand il y a la comparaison
qui est dite pendant les réunions entre topiques avec ou sans anesthésie. On nous dit le patient est mieux. La seule étude prospective, je dis bien prospective, comparant deux populations, remonte à 2016 sur un lot de 1200 patients, avec un président de thèse qui s'appelle le professeur Bahram Bodaghi, qui est quand même présent et qui affirme la totale égalité et l'absence de supériorité de l'une ou l'autre méthode. Alors on est donc quand même dans un non-dit phénoménal. Et s'ajoute à la relecture du rapport de l'HAS le CNPO qui lance ceci, que les ophtalmologistes n'ont aucune compétence pour évaluer l'état général du patient. C'est une opinion. Mais simultanément, ils demandent que ce soit l'anesthésiste qui décide et préconise, c'est là où les bras en tombent, que ce soit l'infirmier d'anesthésiste qui fasse la sédation sous la direction de l'ophtalmologiste et non pas de l'anesthésiste, c'est-à-dire sous la direction d'un médecin qui vient de dire qu'il n'y connaît absolument rien. Devant cette absurdité, l'HAS a tout de suite compris que ça ne tenait pas la route. Dès lors, elle a pondu une préconisation impossible, c'est-à-dire un anesthésiste présent sur site qui a fait une CPA, qui n'aura pas le droit d'assister à plus de 5 anesthésies locales et qui, évidemment, devra intervenir que si on l'appelle et qui sera payé beaucoup moins. Il n'en fallait pas plus pour que les anesthésistes éclatent de colère et la FAR sort un papier fin juin en s'opposant totalement à la HAS et un petit peu aux ophtalmologistes. Dès lors, on peut se demander pourquoi nos représentants, c'est là où je ne suis pas très gentil avec mes collègues, ont accepté d'imposer, entre guillemets, de gérer la sédation et d'avoir un anesthésiste, alors que ni l'une ni l'autre ne sont obligatoires pour certaines opérations par certains opérateurs. N'était-il pas mieux de laisser faire la liberté et agir, ou alors de se concerter avec les anesthésistes, mais bien en amont? Les raisons sont très multiples. Je vous les résume en 2 mots, corporatisme et académisme. Et cette nécessité de coller aux anesthésistes pour faire partie du bloc opératoire dans des systèmes d'échange et d'aller-retour, des craintes de représailles et tout ce que l'on peut avoir, et de collaboration avec les autres, et de faire des pensées uniques, est un système qui est, entre guillemets, hospitalo-centriste et qui n'est pas libéral. Dès lors, et je conclus, nous avons un rapport HAS aux assertions erronées, un rapport HAS aux suggestions inapplicables, parce qu'évidemment, jamais les infirmiers d'anesthésistes passeront sous notre contrôle, une hostilité des anesthésistes et des préconisations que je qualifierais de déconcertantes au minimum du CNPO, qui n'en est pas à son premier coup en ce domaine. Merci. Merci, docteur Le Buisson, pour ces arguments percutants. Nous aurons l'occasion d'en débattre, mais je vais laisser la parole au docteur Roseau pour les arguments contre, et donc pour la nécessité de la présence d'un anesthésiste. Pascal. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, la topique sans anesthésiste, pourquoi je suis globalement contre, mais je pense qu'il faut être assez nuancé dans son propos. En fait, il est vrai qu'on sait que l'anesthésie topique est devenue vraiment depuis toujours l'anesthésie de référence. C'est rapide, il y a vraiment une facilité d'instillation qui fait que globalement, on arrive vraiment à une simplification de ce geste. Et on voit que d'après les chiffres de Richard Gold, qui nous a présenté au fur et à mesure des années, qu'en l'espace de quelques années, on a pratiquement gagné d'un tiers en fréquence au détriment essentiellement des anesthésies locales injectées. Néanmoins, lorsque la topique est demandée sur son jugement d'être plus confortable ou moins, on voit que dans à peu près un tiers des cas, il y a quand même un certain inconfort considéré pour 35% des cas, comme vous le voyez, pour avoir l'anesthésie topique. Voilà. Alors que un patient sur 2, quand même, enfin, le chirurgien, 1 fois sur 2, et son patient, le chirurgien juge que c'est quand même meilleur pour lui 1 fois sur 2 malgré tout. Donc, ne soyons pas monolithiques, à mon avis. Ça sert à quoi d'avoir un anesthésiste sur place? C'est déjà de surveiller, de faire un monitoring que vous connaissez, car on sait qu'il existe des pics hypertensifs. La bibliographie est claire là-dessus. Ça peut aller jusqu'à des troubles du rythme, des angores, des crises d'asthme, des chocs anaphylactiques, même sous topique, c'est déjà arrivé.
Donc on voit qu'on a globalement 2,6% d'événements indésirables qui sont d'autant plus élevés que l'ASA et l'âge sont plus élevés. Moi, à titre personnel, quelques exemples. Un choc anaphylactique, un décès 1 heure avant une chirurgie. S'il n'avait pas vu l'anesthésiste, que se passerait-il? Un décès également 2 jours après une topique non compliquée. La famille a demandé à voir ce qui s'était passé. Si on n'avait aucun renseignement à donner de monitoring, on aurait pu être embêté après. Alors, l'atopique, effectivement, a l'inconvénient, vous le savez, de ne pas donner d'akinésie, bien entendu. Et partant de là, il faut une coopération qui est donc indispensable, ce qu'on appelle la locale vocale. Ce qui, dans certains cas, peut rendre la chose difficile quand vous avez des gens nerveux, stressés, qui serrent les paupières, qui peut donner des variations de pression péropératoire également, d'autant que la prémédication est abandonnée pour que la remise à la rue, c'est-à-dire le fait que le patient puisse repartir dans l'heure qui suit sa chirurgie. Et donc, il faut qu'il soit en possession de tous ses moyens, d'où l'abandon de cette prémédication. D'où l'intérêt également, à côté du monitoring, de l'accompagnement anesthésique, c'est le concept de sédation consciente, qui va être fait uniquement à la demande pour des produits d'action brève, d'action adaptée, de posologie adaptée, qui seront éventuellement rehaussés et qui permettront également d'avoir intérêt médico-légal de ces documents en cas de problème ultérieur. Donc, ça a été étudié dans la littérature relativement ancienne et relativement fragmentaire, comme l'a dit Dan. Mais par exemple, on sait qu'en faisant du TMSA sublingual, moins d'amnésie, moins d'anxiété, une tension artérielle qui ne monte moins. Hypnovel et Finta également peuvent être utilisés dans les cas qui deviennent complexes ou qui ont été jugés complexes et que l'on veut faire sous topique. Et ce sont des alternatives valables à l'AG ou à la péribulbaire. Cette étude également, qui est relativement ancienne, mais qui a la valeur quand même que vous voyez, c'est une étude randomisée entre fentanyl sur un groupe, contrôle sur l'autre. Et les scores de douleur exprimés verbalement sont 2,5 fois plus élevés, vous le voyez, pour les patients non sédatés, de même que la satisfaction est supérieure pour le chirurgien et pour le patient lorsqu'il y a une sédation. Et vous voyez qu'également, le nombre de demandes d'algésie supplémentaire est bien supérieur lorsque on n'a pas eu de sédation initiale. Cette étude fait référence dans le domaine, vous voyez sur le graphique les deux bosses. Alors, les effets de la sédation. La sédation n'est pas idéale. On peut avoir des petits problèmes, des pertes momentanées de conscience, des agitations, des choses comme ça qui régressent habituellement en 2 à 3 minutes. On peut avoir des nausées par exemple, morphiniques également, ou des hypotensions et quelques bradycardies. Mais l'atopique pure a l'inconvénient, à contrario, de parfois laisser des phénomènes de panique, parfois de claustrophobie ou autres. La douleur également, on sait que depuis qu'on injecte en intracannulaire, elle est largement plus limitée. Néanmoins, certains patients n'y répondent pas, comme les myopes forts avec distensions odulaires, etc. De même, le deuxième œil est toujours plus ressenti douloureux que le premier. Et dans certains cas, une légère sédation peut aider à la supporter. Voilà, il existe quelques effets adverses retrouvés, mais très, très anecdotiques, ça je suis d'accord avec Dan, dans les post-anesthésie topique pure, qui sont essentiellement des malaises vagaux. Alors, la fréquence de la sédation, voilà, cette étude est assez intéressante, qui a montré qu'en fait, il fallait l'adapter en fait, aux patients. Et le terrain sur 1250 cas semble plus utile lorsqu'il s'agit de quelqu'un relativement jeune et de sexe féminin, sans aucun sexisme de ma part, mais enfin, c'est les conclusions de cette étude. Voilà, donc en pratique, je crois qu'on a 3 cas de figure. Vous avez le patient standard qui ne peut avoir que besoin d'une sédation très ponctuelle ou facultative. L'œil standard serait fait en topique pure. L'œil un peu plus compliqué, la sédation permettra de faire passer le geste beaucoup plus confortablement pour le patient. A contrario, le sujet âgé à ASA élevé, tout l'intérêt de la surveillance anesthésique, ça va être le monitoring, baisser sa tension artérielle, etc. Le sujet jeune stressé, lui, par exemple, effectivement, la sédation, évidemment, est quasi nécessaire pour des gens très stressés qui n'ont pas voulu d'une anesthésie générale. Donc, en fait, tout est un problème de flux. Car vous voyez votre patient à la consultation avant qu'il n'aille voir éventuellement l'anesthésiste, et donc il va falloir effectivement l'évaluer. Et c'est à ce moment-là que le chirurgien, alors même s'il n'est pas compétent pour évaluer un ASA par exemple, il a déjà un premier feeling de son patient, et c'est là où il va pouvoir le diriger dans un sens ou dans l'autre. Et on peut estimer que selon les centres, selon les habitudes de chacun, cet appel anesthésiste peut varier, d'après ce que j'ai pu voir, d'après la littérature, de 5% à peu près à 40-50%. Et donc, c'est de sa responsabilité du médecin de demander une consultation dans les cas qui lui paraissent nécessiter un encadrement. Alors, les questions qui restent à suivre et qu'a bien abordé Dan également. Alors, faut-il, sur ces cas standards sans anesthésiste, lorsqu'on sent le patient relativement nerveux, faut-il donner quand même une certaine prémédication, sachant par exemple le Xanax a une demi-vie relativement courte, beaucoup plus que d'autres.
Faut-il effectivement pouvoir faire appel à l'anesthésiste pour faciliter la gestion d'une complication? C'est le débat, effectivement, et c'est ce qui a été dit suite à la réunion de l'HAS du 24 septembre 2019. Et ce sont les pistes qui sont lancées, mais qui ne sont pour l'instant pas abouties. Donc, on a un problème d'aspect réglementaire au bloc. Qui doit accompagner le patient et qui doit accompagner l'ophtalmologiste? Le médecin anesthésiste réanimateur, peut-être, en tant que responsable, et là plutôt, c'est là où je ne te rejoins peut-être pas, c'est que le médecin anesthésiste réanimateur peut garder la responsabilité de l'IAD, de l'infirmière anesthésiste, qui elle-même va accompagner l'ophtalmologiste. Voilà. Mais toutes ces questions sont effectivement à régler sur le plan juridique. Voilà, je vous remercie. Docteur Roseau, merci pour ces arguments également très importants. Ce que je voudrais souligner quand même à travers ces deux présentations, c'est qu'il y a des points qui font déjà consensus. C'est le tri et le choix du mode d'anesthésie par le chirurgien. On est tous d'accord que l'anesthésie topique doit être proposée à des patients sélectionnés, qu'elle ne convient pas à tout le monde. On l'a vu chez des patients jeunes, chez des patients pusillánimes, en cas de cataracte un petit peu compliqué. Mais si on met le doigt sur finalement le désaccord, c'est le patient qui aura été identifié dans une procédure topique, qui se retrouve au bloc opératoire. Celui-ci, est-il nécessaire d'avoir en permanence un médecin anesthésiste à son chevet? Je pense que là, on est confronté finalement à un problème réglementaire, comme le docteur Roseau l'a dit, un problème de no man's land de la part des anesthésistes, parce que finalement, il n'y a pas de rémunération pour ce type de prise en charge avec un recours d'urgence, finalement, s'il n'y a pas de sédation systématique. Et que, confronté à ce no man's land, on voit que les autorités sont elles-mêmes un petit peu perdues, émettent des avis contradictoires, là je rejoins absolument le docteur Le Buisson, quasiment inapplicables et qui ne nous ont pas fait avancer d'une case, mais plutôt reculer de 10. Nous, en tout cas, dans notre pratique à l'hôpital Cochin, depuis cette directive de l'HAS, nous sommes très contrariés parce que nous avions supprimé la consultation d'anesthésie systématique compte tenu d'un recours faible, finalement, aux anesthésistes. Le patient renseignait simplement un questionnaire d'anesthésiste qui permettait à l'anesthésiste d'intervenir. Mais là, nous n'avons pas finalement de problème, on va dire, financier. Donc là, je suis un petit peu en désaccord avec le docteur Le Buisson quand il dit que c'est une opposition entre le système libéral et le système hospitalier. Je ne crois pas. Les deux, finalement, essayent de survivre dans leur environnement. Certains ont des soucis financiers et de valorisation de leur acte. D'autres ont des problèmes de bloc opératoire, d'organisation. Mais finalement, on va tous dans le même sens, c'est-à-dire sécurité du patient, avoir la possibilité d'un recours. Moi, je pense que quand une chirurgie de la cataracte se complique sous anesthésie topique, il y a des moments, il y a des choses qui sont imprévisibles et que, malgré tout, la présence d'un anesthésiste dans le bloc opératoire est quelque chose de sécurisant et qui améliore la sécurité de cette chirurgie. Sur la sédation, messieurs, j'aurais bien aimé avoir votre avis. Est-ce que la sédation doit être systématique? On a vu que la prémédication a été aussi discutée. Qu'en pensez-vous, Dan? Un tiers des Français prennent du Lexomil sans se faire opérer. Donc, un quart de Lexomil ou d'un produit équivalent m'a jamais semblé être de l'ordre de la sédation, encore que pharmacologiquement on peut en discuter. Là, on parle d'une sédation ou d'une prémédication volontaire, unique dans la vie du patient, destinée à l'opération. À ce moment-là, c'est un acte qui revient à l'anesthésie. Ça, je ne discute absolument pas ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans la vie. Mais vous savez, l'anesthésie locale dans la cataracte, elle consiste à faire partir le patient dans l'état dans lequel il est arrivé. C'est-à-dire on n'a arrêté aucun médicament, on lui a conservé son ordonnance, on ne s'occupe pas de ce qu'il prend, même des anticoagulants. Je me souviens avoir été engueulé pour ça il y a plus de 20 ans. Et les médications en cours n'ont pas une grande importance, sauf peut-être les médicaments pour la prostate, etc. Mais très schématiquement, en fait, quand on prend le schéma topique pur sur un malade sélectionné, volontaire, un chirurgien qui fait opérer, je ne dis pas bien opérer, mais qui fait opérer et qui a le matériel, l'état général du patient, in fine, n'intervient pas. Je suis assez d'accord. Je pense que, Pascal, en pratique, pour le confort, et si on fait des enquêtes de satisfaction, il faudrait qu'on les fasse effectivement, parce qu'avec le nombre de chirurgies qu'on fait par an depuis des dizaines d'années, c'est vrai qu'on manque, on l'a vu cruellement quand même, de bibliographie. Donc la porte est ouverte, peut-être à des évaluations avec des questionnaires de qualité, justement, de ressenti des patients. Mais néanmoins, c'est vrai que dans l'expérience, dans la vraie vie, le fait d'avoir fait un petit quelque chose par mauvaise 2-3 cc de
Propofol pour ne pas le citer, améliore largement le souvenir du patient quant à sa chirurgie. Deuxième cas de figure, rupture de capsule brutale. Un patient qui serre énormément, en fait, sa capsule va se déchirer comme un tissu trop cuit, on va dire, qui s'ouvre. Alors que si la sédation est faite immédiatement, on va pouvoir faire un rexis postérieur, par exemple, beaucoup plus facilement. Alors, je ne dis pas que c'est la perte de chance oculaire absolue, mais néanmoins, je pense que les conditions de terminaison de cette chirurgie vont être meilleures si la sédation est apportée. Et pour conclure, je pense qu'effectivement, la délégation de tâches par l'IAD est une excellente solution. Moi-même, quand j'étais hospitalier il y a déjà quelques années, j'utilisais effectivement, je n'avais qu'une infirmière anesthésiste à côté de moi qui était sous la responsabilité d'anesthésiste qui était autre part dans l'hôpital. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus encadré en privé, mais néanmoins, voilà, je pense que c'est quelque chose qui quand même rend sa place et doit avoir sa place probablement. Il est dommage que finalement, ça se termine. Pour conclure, nous n'avancions pas dans la prise en charge de ces patients sous anesthésie topique qui bénéficient d'une chirurgie de la cataracte et qu'on ne discute pas du jeûne systématique chez ces patients quasiment âgés pour la plupart du temps. Le fait d'être à jeun est un facteur de stress en soi. C'est dommage que la HS n'ait pas pris ça non plus en compte, qu'on soit vraiment resté strictement dans le problème crucial de l'anesthésie, sans le résoudre, encore une fois. Mais je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces débats qui ne sont pas clos, mais réouverts. Je remercie mes deux intervenants d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne journée live de la Saphir. Merci beaucoup.